On croit que l'enfant nous provoque. En réalité, il est tributaire de ce qui se passe dans son cerveau, de ce qui se passe dans ses intestins, de ce qui se passe dans son cœur. On nous raconte que les enfants d'aujourd'hui auraient trop de droits, mais ils sont privés du droit fondamental à la santé. Aujourd'hui, c'est une réalité, les enfants d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Ils ont besoin de sentir leur cœur, que les choses aient du sens. J'ai tenu à ce qu'Isabelle puisse parler dans ce congrès pour justement bien comprendre que si nous voulons avoir une humanité qui soit consciente, il fallait d'abord élever des enfants dans l'attention, dans la tolérance et dans la bienveillance, et que c'est grâce à des enfants qui ont été élevés, écoutés dans la bienveillance que nous aurons des adultes responsables et capables de changer le monde. Et c'est pour ça que je te laisse la parole. Voilà. Merci Olivier. Merci pour ta persévérance, ton courage, pour avoir réuni autant de gens qui sont responsables, qui sont empathiques et attentifs à autrui. Et nous le sommes devenus malgré l'éducation que nous avons reçue. Donc, on peut être responsable, empathique. Toutes les personnes, tous les fantastiques intervenants qui se sont succédés avant moi sur cette estrade ont eu des éducations pas forcément très respectueuses, empathiques, bienveillantes, ni rien du tout. Et donc, c'est possible. Mais, ça a été dit plusieurs fois, c'est comme s'il fallait faire tout un travail pour retrouver cette pureté d'enfant, pour retrouver cette empathie naturelle de l'enfant, pour retrouver cette conscience naturelle de l'enfant. Et donc, si plutôt que d'obliger nos enfants à faire tout ce travail pour se libérer des entraves, si nous commencions par ne pas les entraver. Nous avons une belle terre, enfin un peu moins belle ces jours-ci, mais nous confions notre terre à nos enfants et nous aimerions qu'ils sachent en prendre soin. Nos enfants ont un rapport un peu ambivalent avec l'écologie. Alors d'un côté, les jeunes d'aujourd'hui s'engagent massivement dans des carrières de l'humanitaire, dans le développement durable. Ils s'engagent massivement en psychologie parce que ils ont besoin de sentir leur cœur, que les choses aient du sens. Nos plus petits, ils nous culpabilisent, ils nous surveillent dès qu'ils ont fait le cycle de l'eau à l'école. « Oh maman, là tu laisses trop d'eau couler pendant que tu te laves les dents ». Bref, ils sont très sérieux sur l'écologie. Enfin, pas toujours. Parce que l'expérience que nous avons, c'est que leur fantastique conviction écologique, elle s'effondre complètement quand il s'agit de la nouvelle paire de baskets ou du jean génial ou de l'appareil vidéo, le jeu, etc. Les enfants d'aujourd'hui, ils semblent complètement intolérants à toute frustration. On leur dit non pour quelque chose et c'est les hurlements. Ils sont impulsifs, ils ont beaucoup de mal à réguler leurs émotions. Et à l'école, ils ont vraiment du mal à se concentrer. Et donc, certains disent que ce sont des enfants rois et que, vraiment, nous devrions faire quelque chose. La raison pour laquelle nos enfants sont devenus des enfants rois, selon eux, ce serait que nous ne leur posons plus assez de limites, que les adultes d'aujourd'hui ne seraient plus suffisamment autoritaires. Ils nous disent, face à tout comportement débordant des enfants, il est important de poser des limites. Mais rappelez-vous ce que nous a fait vivre Marianne ce matin. Elle dit, dites oui et sentez comme ça s'ouvre à l'intérieur, dites non et sentez comme ça se ferme. C'est la même chose pour un enfant. Quand on lui dit non, on le ferme. Quand on lui dit oui, on l'ouvre. Alors, ça ne veut pas dire on va dire oui à toutes ces demandes, mais plutôt que de dire non et de stresser son cerveau, on pourrait peut-être faire autrement. Parce que quand on est dans notre cuisine et que le lait déborde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher à mettre un couvercle sur le lait? Non, parce que
Si on met un couvercle sur le lait, ça va juste faire qu'il va y avoir quand même du lait tout autour et ça va même brûler le fond de la casserole. On abîme tout. Dans notre cuisine, nous sommes un peu plus intelligents que ça. Dans notre cuisine, nous savons que quand le lait déborde, il vaut mieux éteindre simplement le gaz. Notre job, il est donc, lorsque le comportement des enfants est débordant, de trouver le bouton du gaz. Si on met des limites aux enfants, voilà ce qui se passe. Lorsqu'on dit non à un enfant, lorsqu'on lui dit « tu ne dois pas », lorsqu'on lui interdit des choses, eh bien voilà ce qui se passe. Déjà, nous, le parent, nous sommes avec notre amygdale, cette petite zone qui sécrète les hormones du stress, qui équipe notre organisme pour le stress, eh bien, nous sommes déjà sous stress. Et c'est ce stress qui nous fait dire stop, ou plus exactement non, parce que stop, ce n'est pas stressant, c'est le non qui est stressant. Et voilà, une petite clé pour les enfants de moins de 3 ans, par exemple. Il suffit de leur dire stop, et à ce moment-là, on ne stresse pas leur cerveau, il s'arrête. Tandis que si on leur dit non, ils se ferment et ils vont quand même faire ce qu'on vient de leur interdire de faire. Donc, mieux vaut dire stop, simplement parce que du coup, on ne génère pas le stress dans le corps de l'enfant. J'ai mis 3 flèches parce que le stress, c'est 3 réactions possibles. Attaque, fuite ou immobilisation. Nous sommes construits pour réagir face à un événement stressant, à un danger, à un risque, à un ordre, à quelque chose. Nous sommes structurés comme ça depuis des millénaires et nous allons nous sauver en attaquant, en fuyant ou en nous immobilisant. Concrètement, avec nos enfants, ça donne quoi? Lorsqu'il y a un danger à l'extérieur, et si papa, maman est furieux, c'est un danger. Lorsqu'il donne un ordre, parce qu'un ordre signifie qu'il y a un danger, c'est important les ordres, parce que ça fait foncer, ça fait diriger, ça, tout de suite on le fait, ça veut dire qu'il y a un danger. Lorsque les parents menacent, lorsqu'ils froncent les sourcils, ou lorsqu'il y a un manque ou un excès de stimuli, eh bien, le cerveau est sous stress et va, de manière privilégiée, commencer à attaquer. L'alerte est lancée et nous attaquons. Et donc, c'est ce qui fait que lorsque un enfant n'est pas content ou simplement on fronce les sourcils, nous sommes un peu autoritaires, l'enfant d'aujourd'hui, c'est vrai que hier, il y avait trop d'impuissance, donc on était dans une autre réaction qu'on va voir tout à l'heure, l'enfant d'aujourd'hui risque d'attaquer. Il ne va pas forcément attaquer son parent, mais là on se rappelle que nous, c'est ce qu'on faisait d'ailleurs, hein. On se faisait bien gronder et puis on disait rien, mais ensuite on allait attaquer notre frère, ou bien un petit lapin, ou un oiseau, bref, plus petit que soi. Mais l'attaque, elle est inscrite à l'intérieur de nous. Parfois, on dit à un enfant « mets tes chaussures !» Et du coup, l'enfant, il a 5 ans, il fonce de l'autre côté de la maison. Et là, nous, on disjoncte complètement, on dit « mais attends, je viens de te dire de mettre tes chaussures, on est pressé !» Et en fait, plus nous sommes stressés, plus nous déclenchons la réaction naturelle de fuite. Une autre chose qui m'est arrivée, on était dans la rue, j'étais dans la rue, je vois une maman avec son enfant, et il y avait beaucoup de voitures. Et donc, elle était très stressée. Et donc, elle avait un landau devant et son enfant qui devait avoir 3 ans. Et elle lui dit « donne-moi la main !» Mais elle l'a dit tellement durement, et comme c'était un ordre, qu'a fait l'enfant? Son amygdale a réagi. Et donc, ça veut dire danger, danger, fuite. Et du coup, il a commencé à esquiver. Et ça commençait à devenir dangereux puisque la mère disait « mais donne-moi la main immédiatement !» Et lui, plus elle cherchait à lui donner la main, plus lui, il cherchait à esquiver la main. Et ça aurait pu être très dangereux s'il avait vraiment fui. Quand nous voyons nos enfants courir de l'autre côté ou bien chercher à esquiver, probablement c'est que nous avons déclenché son système de stress.
Alors qu'il aurait suffi de lui dire, sans que nous soyons stressés, dans la rue, la main. Une consigne claire, hop, l'enfant y va. Vous ne me croyez pas, hein? Et c'est ça. Ne me croyez pas, de toute façon, les croyances sont toujours nocives. Nous avons besoin d'expérimenter. À chaque fois qu'on dit « je crois ceci, cela », nous n'avons pas besoin de croire, nous avons besoin de savoir, de sentir, d'expérimenter. Lorsque le danger, l'ordre, la menace, les sourcils froncés, tout ça, génère en plus de l'impuissance, quand on est en plus impuissant face à ces sourcils froncés, eh bien, c'est la réaction de figement, d'immobilisation. Cette réaction d'immobilisation, elle est très nette. Alors déjà, il y a eu des expériences qui ont montré qu'il suffit que nous regardions, nous adultes, une image avec quelqu'un qui a les sourcils froncés, c'est-à-dire une image. Et automatiquement, nous avons une baisse du tonus musculaire. Quelqu'un qui nous regarde en fronçant les sourcils, baisse du tonus musculaire. Il y a quelques années, enfin pas très longtemps, je suis avec mon fils dans un port. Et on était un peu en retard, en tout cas je stressais à l'idée de louper le bateau. Donc je dis à mon fils, accélère un peu parce que... Et il me dit, écoute maman, chaque fois que tu stresses et que tu cherches à m'accélérer, je ralentis. Ça me ralentit. Alors il m'avait déjà dit ce genre de truc. Mais à l'époque, j'avais considéré ça comme étant, voilà, un peu d'ironie, un peu de... Mais là, je me suis dit, attends, mon fils, il a 19 ans, là. On est en très bon rapport. Donc, si ça se trouve, il ne ment pas. Si ça se trouve, ça n'est pas exprès qu'il ralentit. Et si ça se trouve, ce que je raconte en conférence, c'est vrai. Si ça se trouve. Du coup, je me retourne vers lui et je lui demande, tu veux dire que quand tu vois mon stress, quand tu perçois mon stress, toi, tu sens tes muscles qui fondent et tu as moins d'énergie et du coup, tu n'arrives plus à avancer? Il me regarde, il me dit oui. Et je dis, tu veux dire que c'était ça qui se passait tous les matins quand je te cherchais à t'exciter pour que tu sortes du lit? Oui. J'aurais voulu savoir ça avant. Ça m'était pas venu à l'idée, alors même que je travaillais déjà sur l'incidence du stress. Nombre des comportements de nos enfants sont en réalité liés au stress. On croit que l'enfant nous provoque. En réalité, il est tributaire de ce qui se passe dans son cerveau, de ce qui se passe dans ses intestins, de ce qui se passe dans son cœur. Donc, du coup, on va regarder un peu différemment cette histoire des enfants qui débordent. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. C'est sûr. Mais franchement, est-ce que c'est parce qu'ils sont des enfants rois? Regardons ce qui se passe aussi. Il se passe aussi aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de troubles anxieux, de phobies, des TOC, de l'hyperactivité, un retard de 2 ans de la pensée logique. On a pu mesurer ça. Des troubles autistiques, on en a parlé, mais aussi des tics, des TOC. Mais des diminutions des capacités physiques. Les enfants d'aujourd'hui courent moins vite qu'il y a 40 ans. En 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiaque. C'est phénoménal. La myopie augmente. 80% des enfants sont myopes en Chine. Nous, on s'achemine, pour l'instant on n'est qu'à 20-25. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que vraiment on peut dire que c'est la faute des parents, la faute des enseignants qui ne seraient plus assez sévères si les enfants d'aujourd'hui deviennent myopes ou ont une baisse de capacité cardiaque? Clairement pas. Ce qui se passe, c'est que nous avons fourni à nos enfants un environnement qui ne leur permet pas de grandir. Une planète polluée et toute cette pollution agit sur leur corps. Non, nos enfants ne sont pas des enfants rois, ce sont des enfants blessés, diminués de par la toxicité que nous avons laissée s'installer sur Terre. On nous raconte que les enfants d'aujourd'hui auraient trop de droits, mais ils sont privés du droit fondamental à la santé. Quid du droit à avoir une flore intestinale en bon état? Quid d'un cerveau en bon état? D'une thyroïde en bon état? D'un corps en bon état? Non, nos enfants ne sont pas du tout des enfants rois. On leur donne quoi comme carburant? Une nourriture qui est très, très inflammatoire. Énormément de sucre. Et sur un certain nombre de bonbons, on peut lire cette mention qui est devenue obligatoire grâce à l'insistance de l'Europe, de la Commission européenne. Colorant 19 colorants reçoivent cette mention, il faut bien lire les étiquettes, est susceptible de déclencher des problèmes d'activité et d'attention chez les enfants. Comment pouvons-nous espérer qu'en fournissant une sucette sur laquelle il est écrit ça, une sucette, je me trimballe souvent avec une sucette dans les conférences, c'est facile à apporter, mais ça se retrouve aussi dans les lasagnes, dans les raviolis, dans des plats préparés, dans des plats surgelés. C'est difficile d'aller tout le temps au supermarché avec une loupe, mais ce serait drôlement utile, parce que c'est vrai que c'est écrit en tout petit. Mais comment peut-on espérer que si on fournit ce genre de choses aux enfants, ils vont pouvoir ensuite s'asseoir gentiment à l'école? On leur donne des barres chocolatées énergétisantes. On leur donne du soda, des boissons énergétisantes. Et une fois qu'ils ont plein de trucs énergétisants, on leur dit « Maintenant, assieds-toi à l'école et écoute le professeur. » Évidemment, ça disjoncte. Je passerai sur le lait, le gluten et toutes ces protéines inflammatoires. Il y a énormément de choses dans la nourriture d'aujourd'hui qui enflamment le cerveau des enfants. Juste une petite information comme ça en passant, qui est très peu connue en France, beaucoup plus aux États-Unis. Il y a toute cette polémique autour du lait et c'est vrai que lorsque les enfants cessent de boire du lait, ils se concentrent mieux à l'école et on voit une baisse de 56% de toute violence, de toute agressivité. Donc, globalement, c'est sûr que le lait, c'est pas une très bonne idée pour le comportement des enfants. Je mets de côté tout ce qui est la santé. Mon job à moi, c'est la psychologie et le comportement. Donc, un enfant qui a du mal à se concentrer à l'école, une première chose, je lui enlève le lait. Mais surtout, le lait écrémé, dans lequel il n'y a plus rien, etc. Globalement, le lait que boivent nos enfants, c'est souvent du lait UHT, écrémé. Il n'y a plus que du sucre et il n'y a plus les bonnes graisses dedans, tout ce qui aurait pu être utile éventuellement. Mais il y a une nouvelle chose encore, c'est qu'il y a plusieurs races de vaches et notamment il y a eu une mutation il y a quelques siècles et qui fait qu'il y a des groupes de races qui ont la caséine bêta 1 A1 et l'autre caséine bêta A2. La différence, c'est que la caséine bêta A1 est extrêmement inflammatoire. Et donc, si un enfant boit du lait ou mange quelque chose dans lequel il y a du lait avec de la caséine bêta A1, qu'est-ce qui se passe? La caséine bêta A1 ne permet pas à une bonne digestion de se faire. Au cours de la digestion,
la caséine bêta-A1 se décompose et produit un peptide bêta-casomorphine 7. Casomorphine. Et on obtient donc un enfant qui est non pas sous morphine, on aurait pu croire, mais au contraire, très tendu, nerveux et qui a du mal à se concentrer. Et donc, c'est intéressant de commencer. Alors aujourd'hui, aux États-Unis, etc., il commence à y avoir... alors nous, on est un petit peu plus protégés, puisque vous voyez que dans le sud de la France. Mais le problème, c'est que les producteurs de lait ne peuvent même plus nous garantir que le lait est A1 ou A2, parce que les gros camions-citernes passent dans les élevages, récupèrent le lait, et vous avez beau aimer vos vaches, vraiment avoir faire tout un travail avec vos vaches, leur fournir de la bonne nourriture, du bon foin, etc. Elles mangent que de l'herbe et tout va bien. Sauf que dès que vous avez votre bon lait, il est mélangé à tous les autres laits industriels dans le truc, et ce qui fait que à l'arrivée, c'est pas évident. Donc, le problème, c'est que nombre des comportements de nos enfants ne sont pas sous notre contrôle et ne sont pas non plus sous leur contrôle. On peut toujours leur dire « fais ceci, fais cela, dresse-toi comme ci, comme... » Non. Ils sont dirigés par... leur corps est abîmé, leur cerveau est abîmé, leur cœur est abîmé de par la pollution de notre planète. Notre responsabilité, on nous dit sans arrêt, les parents, les enseignants, vous devez poser un cadre. Dès qu'on doit le poser, le cadre, probablement on se trompe. En réalité, nous devons fournir un cadre à nos enfants. Nous avons besoin de fournir un cadre à nos enfants qui leur permettent de développer leur corps, qui leur permettent de nourrir leurs besoins, qui leur permettent de développer correctement leur cerveau. Fournir un cadre à nos enfants. Dès qu'une maman est enceinte, elle se dit « Oh, il faut que je fournisse un cadre à mon enfant ». Alors elle repeint la chambre, elle achète toutes sortes de meubles avec plein de bisphénol, ils achètent une nouvelle voiture avec du bisphénol, bref. Et on achète la tétine, le maxi-cosy, on achète les sièges coques, très utiles pour la voiture, ça c'est certain, mais peut-être qu'on s'en sert un peu trop. Et on achète même, vous êtes peut-être surpris de voir, j'espère que vous êtes surpris, de voir les petits ordinateurs. Voilà, ça parle de soi-même. 44% des enfants de moins de 3 ans, vous voyez là, un enfant de moins de 3 ans. De nos jours, il y a même des parents qui prêtent leur téléphone portable à un bébé, qui allument le téléphone portable pour que le bébé, quand il se réveille, se rendorme parce qu'il voit une jolie image, ça l'arrête de pleurer, et du coup, le bébé apprend à se rendormir avec le téléphone portable. C'est assez dramatique sur le cerveau des enfants. Le problème des écrans, je l'ai minimisé pendant un certain temps parce qu'on nous a dit, oui, il y a les écrans passifs que sont la télévision, mais quand même les ordinateurs, c'est bien parce qu'on est actif. C'est hyper dangereux quand on est actif, parce que c'est encore plus addictif. À chaque fois, petite dose de dopamine dans le cerveau. Le problème de ces écrans interactifs, c'est qu'ils ne vous quittent jamais, ça ne s'arrête jamais. La lumière est tout le temps là, les formes, tout ça, ça bouge tout le temps et avec beaucoup de musique. Si au moins on peut couper la musique, c'est bien. Chaque fois, de la dopamine. En plus, ça donne un sentiment de pouvoir. Je me sens tellement souvent en tant qu'enfant impuissant dans ma vie. Il y a des tas de choses que je ne peux pas faire. Mais sur le petit ordinateur, je peux. Je me sens puissant. C'est moi qui peux tuer tout le monde. C'est moi qui réussis, qui gagne. Tout ça, ça donne encore de la dopamine, des petites gratifications dans le cerveau. L'ordinateur nous en donne des gratifications. Dès qu'on réussit un niveau, bravo! Et si on rate, eh bien, c'est pas un souci. Essaye encore. Et globalement, on se retrouve avec
des quantités énormes de dopamine, ce qui fait que les parents souvent ne réalisent pas. Ils se disent « je préfère quand même que mon enfant soit avec l'ordinateur tranquille à la maison que si je le laisse aller dehors, il va avoir un accident, il va tomber de l'arbre, Enfin, on est terrorisé de nos jours à l'idée de tout ce qui peut arriver à nos enfants. Du coup, on est presque tranquille si nos adolescents sont enfermés dans la chambre avec un ordinateur. Mais pour leur cerveau, ça n'est pas top. Le problème donc, un des problèmes, c'est nous surchargeons les sens des enfants. On met un écran, on laisse nos enfants avec un écran tout petit ou plus grand, et à un moment on se dit c'est pas possible, tu vas pas passer toute ta vie sur cet écran, éteins-moi ça tout de suite. Et comme ils éteignent pas, on prend le truc, et là qu'est-ce qui se passe? On a une crise majeure. Si c'est un tout petit, il se met à hurler, mais maintenant, même s'il a 7 ans, il se met à hurler, à faire une crise. Et même s'il a 14 ans, il se met à hurler, à faire une crise. Il y a un gros souci. Avant, les enfants faisaient des crises à 2 ans, oui, mais ils faisaient une crise par semaine. Aujourd'hui, c'est 3-4 par jour. Des enfants de 7-8 ans font des crises. C'est pas à leur âge. Et des adolescents font encore des crises majeures, à se jeter sur le lit en hurlant et compagnie. Pourquoi? Parce que, comme on a mis le cerveau sous dopamine et d'autres hormones, etc., mais globalement, avec l'écran, l'enfant est sous hypnose, il est drogué là. Que ce soit la télé ou voilà, le petit objet à sécrétion de dopamine. Les rats, quand on leur propose de s'envoyer de la dopamine directement en tapant sur un petit truc, ils préfèrent ça, ils vont se laisser mourir plutôt que de venir à table. Donc c'est pour ça que quand votre enfant est là sur son truc et que vous dites à table, il ne va pas venir non plus. C'est biologique. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous lui retirez l'objet? Eh bien, il se passe simplement une réaction de manque. Chute brutale d'opioïdes dans le cerveau. Et quand les opioïdes cessent d'être sécrétés, ça déclenche une sensation de douleur. Et le corps se rebelle, l'enfant est sous stress. Il attaque. C'est nous qui déclenchons ça en leur ayant confié déjà l'appareil. Alors concrètement, comment faire? Une petite clé. Quand vous avez votre enfant qui est là fasciné par son truc, déjà tout le monde, on installe une règle. L'ordinateur est toutes les 2 minutes, je regarde loin, je regarde près, je regarde loin, je regarde près. Et du coup, vous passez nonchalamment et vous dites « regarde loin » et l'enfant, hop, automatique. Et du coup, rien que ça l'aide à ne pas être complètement dedans. Ensuite, c'est important de parler aux enfants. On ne laisse jamais des enfants tout seuls avec leur écran. On leur parle. Et pendant qu'on leur parle, on fait des commentaires. Ça les empêche d'être complètement baignés dans l'appareil. On les maintient en contact avec le réel. Les enfants d'aujourd'hui ont un cerveau qui s'abîme. Je vais arrêter sur les écrans, mais je pourrais en parler des heures. On peut regarder les vidéos du docteur Dekanda sur Internet. Comment ça abîme, ça altère le cerveau préfrontal, ça empêche de réfléchir, bref. Et aussi, ça surcharge les sens, parce que c'est en permanence de l'activité. Nous, quand on était petits, ça pouvait nous arriver de marcher un petit peu dehors, dans un endroit de campagne. Les enfants d'aujourd'hui, quasiment plus. Des images de partout. Pourquoi est-ce que les enfants crisent dans les supermarchés? C'est qu'un supermarché, c'est énormément de couleurs, de formes, de lumière agressive, de sons, de bruit, plus le stress du parent. Forcément, le cerveau qui n'est pas équipé pour pouvoir gérer tous ces stimuli disjoncte. Les enfants dans les supermarchés ne font pas une crise de colère ou un caprice parce qu'on ne leur donne pas les bonbons. Ils sont dans un état de surcharge totale de stimuli et du coup, leur cerveau est complètement sous stress et le cerveau cherche. Qu'est-ce qui va calmer mon stress? Qu'est-ce qui va... Ah, un bonbon! Pof! Et donc, quand ils voient le bonbon ou le nounours ou ce qu'ils vont demander, en fait, ils disent « Maman, je veux ça », mais en réalité, ils disent «
maman, je veux que tu m'aides à calmer mon cerveau. Mais c'est sûr que si on leur donne, ça calme momentanément, mais si on ne leur donne pas, on déclenche une crise, là encore. Nous avons à équiper nos enfants différemment pour qu'ils apprennent à gérer tous ces stimuli. La surpopulation aussi, le fait de voir trop de monde. Aujourd'hui, les enfants sont exposés à des stimuli qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que 20 ans, même peut-être ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Donc, soyons attentifs à leur réserver des espaces où il n'y a pas de bruit, à leur permettre d'aller à l'extérieur. À l'extérieur, le bruit est moindre. Dans les écoles dans lesquelles il n'y a pas de mur, oui, il y a des écoles où il n'y a pas de mur. Et même près de Tokyo, où il ne fait pas spécialement chaud, les enfants restent avec leur manteau toute la journée. Lorsqu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas la résonance du bruit. Et du coup, les conflits diminuent. Les enfants ne sont quasiment plus agressifs les uns envers les autres. L'autre problème, c'est que nos enfants manquent de mouvement. Nous les coinçons dans ces sièges-coques très tôt. Un enfant installé dans un siège-coque, ça va avoir plusieurs effets. Le siège-coque, c'est une invention géniale pour le transport à l'intérieur de la voiture. Mais c'est tout. Dès qu'on sort de la voiture, on sort du siège-coque. Parce que ce siège-coque, on appelle ça des bébés-coques maintenant. Déjà, ça va déclencher le syndrome de la tête plate. Alors, il n'y a pas que les sièges-coques, c'est tous les sièges et la manière dont nous appuyons nos enfants en permanence. On veut que nos enfants voient le monde. Et donc, tout bébé, avant qu'ils soient capables de s'asseoir par eux-mêmes, on les appuie contre quelque chose. Et du coup, il y a la plagiocéphalie, le syndrome des têtes plates qui se développe de plus en plus. Nos enfants sont quasiment... ils sont appuyés, ils ont la tête appuyée et comme ils n'ont plus d'efforts à faire puisqu'ils voient tout comme ça. Dans les sièges, très souvent, il y a un truc qui entoure pour que leur tête soit bien calée. Certaines personnes croient qu'un bébé ne peut pas tenir sa tête. Et du coup, ils tiennent sa tête en permanence, mais jusqu'à 6 mois, 7 mois. Ce qui fait que le bébé n'apprend pas à tenir sa tête, ne muscle pas son dos. On l'installe confortablement, tellement confortablement qu'il est tout comme en position fétale. Et du coup, il ne muscle pas non plus son dos. On lui met des petits jouets pour s'occuper. Mais les petits jouets, ils sont, comme vous l'observez, forcément toujours à la même distance de ses yeux. Et du coup, l'enfant se contente de gestes comme ça. Il ne tourne plus la tête, etc. Or, notre corps humain est construit pour l'exercice, pour l'adaptation. Notre corps s'adapte en permanence. Donc, le corps de l'enfant s'adapte à cette situation. Oh, dans la vie, tout ce qui m'est demandé, c'est de regarder jusque-là et de tendre ma main jusque-là et de ne pas trop bouger le dos. Et du coup, c'est ce qui se passe. Avant, on posait les enfants sur le ventre ou sur le dos, sur l'herbe. Aujourd'hui, vous posez un bébé sur un petit coin d'herbe, tout le monde « Oh, tu te rends pas compte, les bactéries, tout ça ?» Non, oui, justement, les bactéries, tout ça, c'est pas mal, l'herbe. Il y a des enfants d'aujourd'hui qui, à 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ne veulent pas marcher pieds nus sur l'herbe. On a complètement séparé, on élève nos enfants hors sol. Dans des cages à poules, Le problème, c'est que donc, nous nous spécialisons, l'œil s'adapte, il focalise, et c'est une des causes de la myopie galopante. Pas seulement de la myopie, mais aussi de la convergence oculaire. La convergence oculaire, c'est ce qui fait que nous voyons confortablement
en plusieurs dimensions, nous voyons les profondeurs, etc. C'est toute la coordination oculomotrice qui se construit dans le cerveau. Lorsque le bébé peut bouger comme il le désire, il est là, sur le ventre, et il voit un objet, il lève et là, il va travailler pour atteindre l'objet. Il va relier l'œil avec le bras. Et dans son cerveau, les connexions vont se faire. Il construit la coordination oculomotrice. Les enfants d'aujourd'hui ont une nettement moins bonne coordination oculomotrice qu'hier, ce qui fait, par exemple, que les hôpitaux se remplissent d'enfants de 12 ans qui ont le bras cassé, l'avant-bras cassé. Parce que dès qu'ils montent à vélo, paf, ils n'arrivent pas à gérer les profondeurs, les distances et compagnie, et pong, ils ont beaucoup plus d'accidents que nous, on en avait à la même époque. Pourquoi les bras cassés? C'est aussi la fragilité osseuse. Fragilité osseuse, ben oui, quand on ne bouge pas assez. C'est pas parce qu'on manque de calcium, enfin si, aussi, mais c'est surtout qu'on a des bons os lorsqu'on bouge. C'est le mouvement qui nous donne la solidité. Le lien avec les comportements, par exemple, quand j'étais enfant, je jouais au tennis et je loupe. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et je me suis fait incendier, moquer. Mais tu ne te positionnes pas correctement par rapport à la balle et compagnie. Et puis, j'ai rencontré un magicien, orthoptiste, Loïc Rollin, qui m'a remis les yeux en face. Il a réduit mon problème de convergence oculaire dont je n'étais pas consciente. Et depuis, hop, la balle, elle est dans... C'est bon. Mais non seulement ça, maintenant je vois mieux les profondeurs. Je sais où sont les choses. Et donc je peux me positionner correctement. J'ai toujours eu beaucoup de peur dans ma vie. Aujourd'hui, beaucoup moins. Peut-être certains d'entre vous qui me connaissent remarquent que je n'ai plus de lunettes. Je fais la méthode d'orthokératologie. Je mets des lentilles la nuit, je les enlève le matin et je vous vois merveilleusement bien. Je vois mieux que je n'ai jamais vu dans ma vie. Sans filtre, sans lunettes. Mais surtout, au-delà de la magie qui m'émerveille tous les jours comme le monde est beau, eh bien, aujourd'hui, je peux conduire la nuit et je n'ai plus peur des profondeurs. Je n'ai plus le vertige. Quand j'étais gamine, je ne pouvais pas sauter d'un rocher sur l'autre. J'étais tout de suite pétrifiée. En fait, c'est parce que j'étais myope. La myopie génère obligatoirement de l'insécurité. Si nos enfants sont myopes majoritairement et qu'ils sont de plus en plus anxieux, bon, c'est aussi parce que un peu leur intelligence augmente, mais comme on l'a vu hier, pas partout. Mais c'est aussi que tout est lié. Nos comportements, notre aisance, nos émotions, tout cela, ça nécessite que nous sachions les gérer. Nous avons besoin d'un corps en bonne santé. Nous avons besoin d'avoir un dos musclé. Nous avons besoin, quand il y a un stress, pour pas nous effondrer, on a besoin de savoir tenir notre corps. On a besoin de muscles du dos, on a besoin de muscles dans le pelvis. Et là, peut-être chacun peut bouger un petit peu les pieds, parce que ça fait un petit moment que vous êtes assis et que donc probablement vos pelvis se sont un peu effondrés. Voilà, donc tous les muscles du dos. Allez, tout le monde remuscle un petit peu son dos. Ah. Le manque de lumière naturelle. C'est la deuxième raison de la myopie. Ça vient d'être découvert par des chercheurs. S'il y a près de 80% de myopes dans certaines villes de Chine, c'est que les enfants ne sortent plus. On n'ose plus laisser les enfants dehors parce que c'est pas qu'il y a plus de danger, il y a beaucoup moins de danger maintenant qu'avant, mais maintenant on le sait quand il y a du danger. Le moindre enfant qui a été kidnappé quelque part sur Terre, toute la Terre est au courant parce qu'il y a les médias. Et donc du coup, on est paniqué à l'idée que notre enfant risque d'être tout seul dans le jardin ou tout seul dans la rue, etc. Et on les laisse plus sortir.
du coup, ça fait un manque de lumière naturelle. La lumière naturelle a une quantité de luxe totalement impossible à l'intérieur d'une maison. Nous sommes en déficit de lumière, presque tous, et ça abîme nos yeux. Donc, le manque de mouvement ne nous permet pas non plus de permettre aux réflexes archaïques de se transformer en réflexes posturaux. Juste un exemple. Nous avons un réflexe quand nous venons au monde qui fait qu'on va, justement, pour pouvoir se tourner, eh bien, le bras tourne en même temps que la jambe et hop, ça permet à l'enfant, au tout petit nourrisson, d'apprendre à se retourner. Une fois que c'est acquis, eh bien, ce réflexe s'estompe et on a un autre réflexe, un réflexe postural qui permet donc de se sentir bien à sa place, tranquille, et qui permet de réussir à se concentrer. Quand on n'a pas pu suffisamment bouger, quand on a été coincé dans un siège-coque comme ça trop longtemps, eh bien, il se peut qu'on conserve ce réflexe qui fait que lorsque on est à l'école et qu'on est assis sur son siège, au lieu d'être assis comme ça, on va être assis comme ça, et que dès que le professeur, il faut tenir les jambes, donc, et dès que le professeur dit un truc, le bras a envie de partir comme ça, puisque c'est physiologiquement inscrit, c'est les réflexes qui s'activent. Je regarde au tableau, ça devrait faire partir tout comme ça, mais comme je ne veux pas que ça fasse ça, du coup, hop, je coince mon bras et j'arrive plus à écrire. Bref, nombre des soucis qu'ont nos enfants aujourd'hui sont liés à ces réflexes qui n'ont pas suffisamment disparu, aux réflexes archaïques qui n'ont pas disparu. Petit détail aussi, la convergence oculaire dont je vous ai parlé, 50% des enfants diagnostiqués dyslexiques ne sont en réalité pas dyslexiques au niveau cérébral, mais ont juste un problème de convergence oculaire qu'il suffit de réparer en une séance. Donc, on pourrait le faire. Pour un monde nouveau, nous avons à nourrir l'empathie de nos enfants. Seulement, comment les aider à la régulation émotionnelle quand même le parent est sur son téléphone? Aujourd'hui, il y a une déprivation de relations. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the Édouard Tronick a révolutionné notre rapport au bébé grâce à cette expérience connue dans le monde entier qui est l'expérience du visage impassible. Il propose à une maman et son bébé l'expérience et donc il va leur permettre de se mettre face à face. Et ce qui se passe entre une mère et son bébé, c'est que naturellement, spontanément, vous voyez, il y a cet attachement qui se déroule, ce mimétisme. L'enfant sourit, maman sourit, ils se répondent. Il y a une coordination dans leur relation. L'enfant pointe, maman répond. Et donc ça, c'est ce qui est naturel. L'expérience, on demande à la maman de s'interrompre et de se tourner. Et lorsqu'elle revient, de rester présente à son enfant, mais le visage impassible. Très rapidement, l'enfant essaye d'abord de retrouver. Donc, elle refait les choses qui marchaient avant. Elle repointe. Quelquefois, on ne comprend pas pourquoi on met un enfant au coin et il nous sourit. Il sort en souriant. C'est ça. C'est la même chose. Et c'est de pire en pire. Et écoutez le son. Ce son-là est typique d'une rupture d'attachement. Le son très aigu comme ça. Et là, l'enfant devient extrêmement stressé, va chercher à aller chercher ailleurs. Est-ce que je peux trouver de l'aide? Et s'il n'en trouve pas, eh bien, le stress fait son œuvre. Et là, c'est le système parasympathique qui se déclenche. Et donc, elle perd le contrôle de son tonus postural. Heureusement, ça se répare très rapidement. Et regardez à quelle rapidité. Le problème, c'est que quelquefois, nos parents ne réparent pas
Quelquefois, les parents d'aujourd'hui notamment sont tellement obsédés par leur téléphone mobile, par attends, j'ai encore un email, et que la relation se coupe. Nos parents étaient punitifs, nos parents nous mettaient au coin et voulaient qu'on y reste. Mais les parents d'aujourd'hui, c'est une autre forme de visage impassible. Lorsque on n'est simplement pas intéressé par son enfant, lorsque on montre à l'enfant qu'il y a d'autres choses plus importantes que lui, eh bien l'enfant vit cette détresse. Et ce qui est important de mesurer, c'est qu'il ne la vit pas seulement dans sa tête ou dans son cœur, mais dans son corps. Il perd son tonus musculaire. Et alors, on voit un bébé ici, mais des expériences ont été réalisées sur des adultes. Et il se trouve que lorsque 3 adultes jouent à la balle par l'intermédiaire d'un ordinateur et que l'ordinateur cesse de vous envoyer la balle, il suffit de 7 minutes, je ne peux pas te faire les 7 avec le truc, 7 minutes pour déclencher une réaction de stress dans notre organisme, une baisse de notre tonus musculaire, etc., et une perte de confiance en soi qu'on mesure ensuite à l'aide de différents tests. Vous vous rendez compte qu'il suffit que pendant 7 minutes, un ordinateur ne joue plus avec nous pour qu'on soit sous stress? Vous vous rendez compte l'impact de toutes ces ruptures de contact que nous vivons toute la journée, à l'école, à la maison, dans la vie? On dit, les gens d'aujourd'hui ne sont plus empathiques, ils ne s'intéressent plus aux autres. C'est aussi que le simple fait que le bruit augmente enlève la capacité à s'intéresser à autrui. On a fait une étude dans une rue. Une jeune fille laisse tomber tous ses papiers. Et on regarde ce que font les passants. Quand la rue est silencieuse, 100% des passants s'arrêtent et aident. Ensuite, on monte le niveau de bruit. Plus le bruit augmente, moins les gens s'arrêtent. Ce sont les mêmes gens que d'habitude. Mais s'il y a un marteau-piqueur dans la rue, il y a 0 personne qui s'arrête. Donc le problème, ça n'est pas que les gens d'aujourd'hui sont moins ceci, cela. C'est simplement que le stress, la surcharge de stimuli rend insensible à autrui. On se protège et du coup, on ne voit plus autrui. Donc notre chemin pour permettre à nos enfants de devenir responsables et de s'occuper de la Terre, c'est vraiment de diminuer le stress. Et la première chose que nous avons à faire pour diminuer le stress, c'est vérifier que leur réservoir affectif est plein. Donner des câlins. L'amour, on nous a fait croire quand on était petit que c'était une récompense. On avait droit à un câlin si on avait été bien sage. Mais non, l'amour, c'est le carburant. C'est l'ocytocine, ce sont des hormones à l'intérieur de notre corps dont nous avons besoin pour pouvoir nous comporter correctement. Quid de l'empathie et de cette petite tétine qu'on nous a fait acheter ou qu'on a cru qu'il fallait acheter. Aujourd'hui, il est rare de voir un bébé sans tétine dans la bouche. Mais cette tétine a plein de soucis. D'une part, les problèmes dentaires, tout ça c'est connu. On sait aujourd'hui aussi que ça va déclencher davantage d'otite, c'est-à-dire qu'un enfant qui a une tétine souvent dans la bouche dans la journée risque là je parle des tétines utilisées dans la journée, pas la petite tétine du soir pour s'endormir. Mais donc, quand on garde la tétine dans la journée, on risque d'avoir beaucoup plus d'otite que si on n'a pas de tétine. Mais au niveau comportemental, il se passe aussi autre chose. Vous avez vu tout à l'heure la maman et son bébé, ils communiquent l'un avec l'autre. Si j'ai une tétine dans la bouche, vous pouvez toujours me faire tous les sourires que vous voulez, je ne vais pas sourire en retour. Et une étude a montré que les enfants qui ont eu une tétine dans la bouche quand ils étaient petits, beaucoup, plusieurs heures dans la journée, lorsqu'ils sont adolescents, manquent d'empathie. L'empathie, c'est naturel. L'empathie, elle est naturelle chez les enfants. Tous les enfants sont empathiques, ressentent les émotions des autres. C'est naturel, comme l'aide spontanée. Vous avez
une maman qui est là et qui est en train de mettre du linge. Oh, elle fait tomber une épingle à linge. Son bébé de 6 mois va l'attraper et lui donner. Sauf si elle lui dit « donne-moi le truc ». Parce que si elle donne un ordre, ça ne marche plus, ça bloque. L'empathie, elle est naturelle chez les humains et elle a besoin d'être construite parce que ce qui nous permet l'empathie, ce sont les muscles de notre visage, ce sont les muscles de notre corps. Si vous vous mettez comme ça, faites l'expérience, vous froncez les sourcils et vous dites « je suis très détendu ». Ça ne marche pas. Si vous mettez comme ça et que vous dites « je suis très en colère », ça ne marche pas. Les émotions, c'est dans le corps, c'est dans le visage. Et donc, pour comprendre l'émotion d'autrui, j'ai besoin de pouvoir me mettre dans sa posture et j'ai besoin de pouvoir mettre mon visage dans son visage. J'ai besoin de cette régulation. Alors, nous sommes des adultes et donc, nous pouvons regarder quelqu'un qui sourit sans sourire, même si c'est dur d'habitude. Hop, spontanément, nous sourions. Nous n'allons pas forcément faire toutes les mimiques de la personne qui est en face de nous, parce que nous avons notre cerveau qui interprète. Mais nous avons appris ça parce que nous avons fait les mimiques quand nous étions tout petits. La régulation émotionnelle, ça s'apprend dès tout petit. L'aide spontanée, elle est naturelle. La conscience morale, elle est naturelle. Le goût de l'effort, la persévérance d'un tout petit sont fabuleux. Vous vous rendez compte qu'ils arrivent à se retourner tout seuls. Ils arrivent à marcher tout seuls. C'est dommage d'arrêter ça. Comment est-ce que nous effaçons la conscience morale et la culpabilité? La culpabilité, c'est sain, une forme de culpabilité qui dit « j'ai fait ça, je dois réparer ». Le problème, c'est qu'il arrive qu'au lieu de laisser le sentiment de culpabilité naturelle de l'enfant faire, on fasse honte à l'enfant. Quand la honte remplace la culpabilité, alors on cache les choses. On a fait des tests on donne des poupées aux enfants qui sont prévues pour se casser. Et donc, les enfants se retrouvent, des enfants de 5 ans, avec une poupée, à peine ils sont tout seuls, paf, la poupée casse. Certains enfants se sentent coupables. Et donc, du coup, dès que l'expérimentateur revient, il dit « Oh, regarde, ça a cassé, comment on peut réparer ?» Il cherche à réparer. Mais ceux qui ont honte, ils disent rien, cachent le truc. Et ils se sentent mal à l'intérieur, mais ils ne disent rien. C'est très important de ne pas faire honte à nos enfants. Ça, on l'a vu. Nos parents nous disent « c'est pour ton bien ». Et nous, on dit « ben non, pas du tout pour mon bien, ça me fait mal ». Quelquefois, on dit « Maman, mamie, mon pull, il pique ». Et mamie dit « non, il ne pique pas ton pull ». « Si, mamie, pique mon pull. » « non, il ne pique pas ton pull. » Et elle le sait, mamie, parce qu'elle est douillette. Quand vous êtes une petite fille de 5 ans et que votre mamie, elle dit que le pull, il pique pas, mamie, elle est quand même censée mieux connaître la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sens faux. Et c'est ainsi que nous effaçons l'empathie naturelle des enfants. La négation des émotions empêche l'empathie. Le goût de l'effort et de la persévérance, nous le cassons en obligeant les enfants. Dès que quelque chose est fait par devoir, on n'a plus envie de le faire. Tu dois, on n'a plus envie. Regardez, vous êtes tous là assis à écouter des conférences. Mais si vous étiez à l'école, vous seriez déjà en train de griffouiller, d'essayer de faire autre chose, parce que vous devez le faire. Là, vous êtes venus parce que vous aviez envie. Et nous n'utilisons pas suffisamment ce muscle de l'envie. L'expérience de la tolérance à la frustration de Walter Mischel a été réutilisée par des tas de gens. L'idée, c'est, on dit à un enfant, tu as un bonbon là, devant toi, je vais sortir et quand je vais revenir, tu pourras avoir 2 bonbons à condition que tu n'aies pas touché à celui-là. Et là, les enfants font toutes sortes de trucs, voilà. 0 enfant de moins de 3 ans arrive à tenir le coup. Ils mangent tous le bonbon. Pourquoi? Parce que dans la tête, dans le cerveau d'un enfant de moins
il n'y a pas encore les capacités inhibitrices qui font qu'on peut s'en empêcher. Et les enfants de moins de 3 ans sont désespérés parce qu'on voit leur conflit intérieur. Ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas les capacités cérébrales de résister. Ceux qui résistent le mieux, après, parce que cette expérience a eu énormément de succès, parce qu'on peut mesurer que les enfants qui ont réussi à attendre le 2e marshmallow, 20 ans, 30 ans plus tard dans leur vie, cette expérience date maintenant, eh bien, ils ont beaucoup plus de succès sur tous les plans. Meilleur mariage, plus d'argent, meilleur diplôme, meilleur travail, réussite. Donc, c'est clair, la tolérance à la frustration va générer la réussite dans le futur. Du coup, il y a les grands autoritaires qui disent « Oui, voyez, il faut frustrer nos enfants. » Mais non, parce que si vous lisez bien le bouquin qui vient de sortir juste l'année dernière, il dit le contraire, Walter Mischel. En fait, c'est moins on frustre les enfants, plus on est dans la relation avec eux, plus ils sont sécures, plus ils ont confiance dans l'adulte, plus ils vont réussir. Mieux ils vont réussir. C'est l'attachement, la qualité de l'attachement qui fait la différence et non pas le fait qu'on ait beaucoup frustré les enfants. L'autre aspect, c'est qu'il a réussi à faire en sorte que des enfants de moins de 3 ans réussissent à attendre leur marshmallow. Il s'est dit, il y a des enfants qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas. Bon, moins de 3 ans, normalement, ils ne réussissent pas, mais si je leur donnais les techniques de ceux qui réussissent. Et donc, il a dit à un enfant de moins de 3 ans, regarde ce chamallow. Tu vois, tu l'imagines comme si c'était une boule de coton. Une boule de coton, ça ne se mange pas. Des enfants de moins de 3 ans étaient capables d'attendre 18 minutes. Ça montre que nos enfants n'ont pas besoin de limites, ils ont besoin de ressources. Ils ont besoin que nous les aidions, que nous leur donnions des outils pour pouvoir réussir. Si nous désirons qu'ils aient un comportement approprié, eh bien, musclons leur zone préfrontale. La responsabilité, elle est là. Plutôt que de les bassiner de jugements, de critiques, de pointer les faiblesses, parce que le cerveau humain, et c'est notre cerveau, il nous a permis d'être jusque-là, le cerveau humain est construit pour repérer le détail qui ne va pas. Et du coup, on le fait. Mais ce n'est pas une bonne idée. Ça nous a permis de nous sauver de beaucoup de dangers quand nous étions dans la savane, mais aujourd'hui, c'est dysfonctionnel. Trop de félicitations, ça ne va pas non plus. Carol Dweck a montré que ça a tendance à construire un esprit fixe. Je suis intelligent ou je ne suis pas intelligent. Mais non, les compétences se développent. Nous avons besoin d'un état d'esprit en développement. Et pour cela, plutôt que de dire « tu es génial », je vais plutôt valoriser l'effort en soulignant ce que l'enfant a fait et en y associant, plutôt que de valoriser la réussite, je valorise l'effort et je vais y associer la force que l'enfant vient d'utiliser. Quel courage, je vais lui dire, plutôt que seulement lui dire « Waouh, bravo ». La culpabilité dans la vue, pas de honte, mais de la culpabilité. L'enfant dit « Je suis nul, j'y comprends rien ». Là, je vous donne une petite clé pour vous sauver en toute situation si vous ne savez pas faire les beaux compliments à la Carol Dweck. On dit simplement, on ajoute le petit mot « pas encore ». Je suis nul, j'y comprends rien. Tu n'as pas encore compris. J'ai pas réussi, tu n'as pas encore réussi. Ça fait toute une différence et ça remet en mouvement. La vie, le sens de la vie, il repose sur la sensation interne. Je me sens vivre. Permettons à nos enfants de se sentir vivre et d'avoir confiance en leurs sensations. Donnons-leur la possibilité de s'affirmer, de trouver leur propre pouvoir, qu'ils aient une direction. Leur vie, à ce moment-là, prend de la signification. La signification de notre vie, elle est dans la relation à autrui. Je suis signifiant parce qu'on s'intéresse à moi. Je suis intéressant, j'ai ma place. Tout ça, ça fait que ma vie a du sens. Quand un enfant dysfonctionne, je peux me poser 3 questions.
Est-ce qu'il a un problème de sensation, c'est-à-dire trop de sensations ou pas assez de sensations? Est-ce qu'il a un problème de direction, c'est-à-dire est-ce qu'il sait ce qu'il va faire? Est-ce qu'il sent son pouvoir? Est-ce qu'il a quelque chose à accomplir? Ou est-ce que je lui demande juste d'être passif assis sur le caddie? Est-ce qu'il a une signification, c'est-à-dire est-ce qu'il sent à quel point je suis en relation avec lui, à quel point il est important pour moi ou pas? Parce qu'à ce moment-là, il éprouve l'émotion de joie. L'émotion de joie, c'est l'émotion du sens de la vie. Pour changer de comportement, pour s'ouvrir, l'enfant a besoin d'aide de la part de son parent pour réguler tout ce stress. Bien sûr, il aurait besoin aussi que nous diminuions globalement, c'est ça aussi notre responsabilité, la quantité de stress dans l'environnement. Il a besoin de contact pour générer davantage d'ocytocine. Tout ça, c'est l'attachement. L'attachement, c'est hyper important, mais ça ne va pas sans la deuxième chose qui est le pouvoir personnel, le sentiment de puissance personnelle, de quoi je suis capable, le « je peux ». Donc, je suis en lien et je peux, c'est ça qui donne du sens à notre vie. Le parent, nous sommes une figure d'attachement, nous sommes le socle, nous sommes le port d'attache, nous sommes le porte-avions. Un porte-avions, c'est une image de Nicole Guédonnet. Le porte-avions, il est là, il est stable, il fournit du carburant quand il en a besoin, mais il laisse partir les avions. Il leur permet d'aller en reconnaissance et de s'éloigner. Merci. Merci.